violence va prendre le dessus. Car ce qui est en train de se passer est à peine croyable. Écoutez, déjà merci à vous d'être venus, merci de nous retrouver ici, c'est un grand plaisir et ça justifie d'avoir fait de la route déjà pour voir le camarade Ivan qui m'a généreusement invité, mais ça fait plaisir aussi de voir que les sections de province sont vivantes, vivaces, qu'elles se rassemblent quand on les convoque, c'est un grand plaisir et puis je vous remercie de m'accueillir avec tant de gentillesse, tant de générosité. Même générosité que j'ai croisée partout ailleurs à Civitas, y compris pour la section parisienne, qui est la mienne. Alors écoutez, moi il n'y a pas de matière à se répandre, on va rester simple. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Thibaut de Vienne. Pour ceux qui ne connaissent pas mon parcours, qui parlent plus que mon nom, j'ai commencé le militantisme assez jeune, vers l'âge de 15 ans, et je l'ai pas tout à fait commencé à Civitas, plutôt à ses antipodes. Parce qu'à 15 ans, j'étais Parti communiste français. J'ai du mal à le sortir aujourd'hui, donc la route a été longue et semée d'embûches. Mais tous les chemins mènent à Rome, mènent à la tradition, donc à la grâce de Dieu et par un long parcours politique, je n'ai pu que constater l'évidence, qui est déjà sur le plan de la foi et sur le plan personnel, la charité immense de Dieu et du Christ, et la véracité des propositions politiques de Civitas, et de la tradition de manière générale. C'est une évidence pour qui s'y attache, c'est une évidence pour qui les conçoit, et c'est une évidence pour qui les étudie. Et c'est pour ça que nous avons un devoir, je le pense, de charité avant tout, avant d'être un devoir politique, dans le sens matériel, etc., d'avoir des objectifs définis, c'est un devoir de charité que nous avons envers notre peuple, que de transmettre cette parole que nous avons nous-mêmes reçue. Donc, ce faisant, et aux yeux de mon parcours, étant converti, reconverti, je comptais pas vous instruire des matières de la foi. Je pense que les pères qui sont présents ici pourront vous en instruire bien mieux que je ne le ferai. Je pense que beaucoup d'entre vous ont de l'avance vis-à-vis de moi sur cette question, donc il faut pas prétendre à être ce qu'on n'est pas. Je suis un jeune catholique et je n'ai aucune leçon à donner à ce titre-là, ni sur quel autre titre d'ailleurs. En revanche, en politique, c'est vrai que j'ai un petit parcours à mon actif, parcours chez nos adversaires, parcours dans le camp national, on va dire au sens plus large, y compris dans ses composantes non catholiques, c'est-à-dire uniquement le camp national matérialiste, etc., dans sa conception moderne. Et j'ai pris part pas mal d'initiatives politiques un peu plus populaires, la première d'entre elles étant les Gilets jaunes. Alors les Gilets jaunes, j'en fais pas l'alpha et l'oméga, simplement, ne pouvant pas vous entretenir de matière ecclésiastique ni académique, je vais vous faire ce qu'on appelle un rétex. Ceux qui ont fait un peu de service militaire savent de quoi il s'agit. C'est un retour expérience. C'est ce que je souhaitais vous proposer aujourd'hui, c'est véritablement un retour de mon expérience au sein de ce mouvement des Gilets jaunes. Ce mouvement des Gilets jaunes, encore une fois, je n'en fais pas une fixette. D'ailleurs, ça n'est que l'énième déclinaison des jacqueries, qui n'est pas un terme péjoratif d'ailleurs, hein, c'est un terme à peu près approprié, qui était utilisé comme un qualificatif assez peu réjouissant, assez peu flatteur de la part des médias du système. Le fait est qu'ils sont pas tout à fait loin de la vérité en l'occurrence. Je me l'approprie avec plaisir. Et c'est une énième déclinaison de ce phénomène de jacquerie qui va aller en s'amplifiant d'ailleurs dans les années à venir. C'est un phénomène non inédit, ni dans l'histoire contemporaine, ni dans l'histoire longue de la France. En revanche, c'est un phénomène d'ampleur que beaucoup d'entre vous, je l'imagine, ont eu l'occasion de côtoyer, de connaître, ou du moins ont vu certaines facettes. J'en ai vu d'autres. Et il me paraissait intéressant de tirer les conclusions, après l'expérience Gilets jaunes, de ce qui s'y était produit, et pour nous-mêmes, pour notre profit, des leçons que nous pouvons tirer de cette expérience-là. Il y a une période, je pense, critique qui est passée avec les Gilets jaunes, un recul critique également avec les années qui permet à l'attention de baisser un petit peu, à moins être dans le sensationnalisme, dans le constat immédiat. Maintenant, on peut tirer les conclusions de manière un peu plus posée, des victoires, des échecs nombreux, victoires nombreuses aussi, de manière dépassionnée pour notre profit politique. Il y a une chose qui est intéressante chez les Gilets jaunes, c'est que je pense qu'on ne peut pas nier cette dimension populaire des Gilets jaunes, véritablement populaire. Avec ce que ça a de bon,
Est-ce que ça a de populaire? Donc, on peut pas nier cette dimension-là chez les Gilets jaunes, elle est absolument essentielle pour les comprendre, et les Gilets jaunes nous disent quelque chose de la psyché, de la mentalité de notre peuple. Comprendre les facettes les plus abordables de ce mouvement, c'est comprendre en partie ce peuple français, mis à mal, déraciné, qui cherche les buts de son existence, qui est indécis. Comprendre les fléaux qui l'accablent, qui sont nombreux. Comprendre les maux qui l'accablent, qui sont nombreux aussi. Mais les mots n'est pas suffisant. La maladie libérale, la maladie moderne a contaminé une grande partie de notre peuple. Je pense que, bon, je vais friser les cheveux de personne en disant ça, je pense que j'enfonce un peu des portes ouvertes, mais c'est jamais un plaisir de le constater. Ne pas sombrer dans la désespérance vis-à-vis de cela, mais le constater simplement comme une croix à porter, comme un chemin plus compliqué, c'est important. La pierre angulaire de cette maladie, de cette affliction moderne qui afflige notre peuple, pour moi elle est évidente, c'est l'égalité. L'égalité est la pierre angulaire, la pierre d'achoppement de tous les mots français. Je parle au niveau populaire, pas au niveau politique. L'égalité, alors, c'est un sujet sur lequel on a beaucoup glosé, c'est un sujet sur lequel on a beaucoup parlé. Encore une fois, moi, j'avais aucune ambition de le traiter de manière absolument théorique. Je vais pas vous faire un traité d'égalité, j'en suis bien incapable. Des traités sur l'égalité, il y en a eu nombreux, et de nombreux pairs, ô combien plus talentueux que je ne le suis, ont parlé de l'égalité, ont traité de l'égalité, et l'ont fait dans le détail, et de manière poussée. Moi, ce qui m'a intéressé au niveau des Gilets jaunes, c'est de voir l'illustration de cette mentalité égalitaire. Et elle est partout. Partout, partout, partout. Et de voir qu'au-delà de la pensée néfaste que ça peut représenter vis-à-vis de Dieu, c'est de voir les conséquences pratiques que pose l'égalité dans le combat politique. Quand on a affaire à des gens qui sont infiltrés, pervertis par cette maladie égalitariste, et qui s'y attachent, c'est très incapacitant sur le plan politique. L'égalité, dans les faits, dans la politique, c'est incapacitant, c'est le chaos, la définition même du chaos. Et fondamentalement, c'est la promotion du règne, du plus vil ou du plus fort. C'est la loi libérale au niveau politique. Le plus vil ou le plus fort gagne avec l'égalité. Il n'y a pas de hiérarchie naturelle, il n'y a pas de promotion de la hiérarchie naturelle, donc c'est un combat permanent au sein des fuseaux. Je suis allé me procurer, un peu par provocation, les comptes rendus de ce qu'on appelle l'ADA 6. Alors, ceux d'entre vous qui ne sont pas familiers avec cet acronyme ont de la chance. L'ADA, c'est l'Assemblée des Assemblées. L'Assemblée des Assemblées, c'était une initiative Gilets jaunes nationale qui avait pour ambition un peu douteuse de tirer les conclusions un peu de l'affaire Gilets jaunes et de donner des orientations nationales. Alors c'est quelque chose, j'en parle un petit peu comme du blague, mais c'est quelque chose d'important pour le mouvement Gilets jaunes. Il y a des tas de gens qui regardent avec une certaine forme de respect les conclusions de l'ADA, qui s'y attachent et qui en voient véritablement un prolongement politique. La première phrase de l'ADA, c'est « il ne doit pas exister au sein des Gilets jaunes de hiérarchie, il ne doit surtout pas exister de chef ». Quand c'est ça la première phrase de votre manifeste, ça prouve que dans la psyché collective, si on a émis la nécessité de le produire en première phrase des conclusions des Gilets jaunes, c'est qu'il y a un passif, c'est qu'il y a un truc. C'est l'illustration même que l'égalité, à quel point l'égalité est enfouie dans la conscience populaire. On peut discuter de ses fondements, etc. Bon, ça c'est un autre sujet. Les conséquences, elles sont à trouver dans le reste du papier. Alors pour ceux que ça intéresse, il est disponible sur Internet, je vous y renverrai. Ça fait un peu du mal à la tête, mais c'est pas inintéressant non plus. L'ADA 6 qui a pris une semaine et qui a fait intervenir des centaines de participants, un petit peu les têtes, bien qu'il récluse le terme des Gilets jaunes. Conclusion, on ne doit pas avoir de chef, on doit avoir une ligne. Mais une ligne est excluante. Ça veut dire, oui c'est dommage, il y a des gilets jaunes au profil différents, donc au final quelle est cette ligne ? On sait pas trop, il y en a qui sont la fin du monde, etc. Que l'écologie c'est le thème principal, il y en a c'est le social, il y en a c'est la souveraineté, etc. Donc comme il n'y a pas de hiérarchie et qu'on peut pas distinguer entre tout ça, disons qu'il n'y a pas de ligne. Formidable, incroyable. Quelles sont nos modalités d'action ? Ça c'est la deuxième question posée par l'ADA. Comment on va agir ? Ah non, je dis la deuxième, en réalité, non, c'est la troisième. La deuxième, c'est quelle est la raison d'être de l'Assemblée des Assemblées. Alors quand vous réunissez une assemblée pour définir quelle est la raison d'être de l'Assemblée, c'est que vous êtes dans la réunionite aiguë, mais pourquoi pas. Donc,
quels sont les objectifs, quels sont les moyens d'action des gilets jaunes au niveau national. Conclusion de l'ADA, accrochez-vous, on peut envisager au niveau national des actions d'ampleur. Super. Ouais, on peut envisager de faire des actions. C'est bien. On avait vraiment besoin d'une assemblée pour nous dire ça. Cette assemblée, encore une fois, qui a duré une semaine et qui a rassemblé des centaines de personnes, soi-disant les têtes pensantes du mouvement. Donc vous êtes parti d'un mouvement populaire authentique, avec des contours très peu définis, même pas de ligne politique réelle, etc., mais simplement l'illustration d'une colère populaire, et des ambitions tangibles, concrètes, c'est-à-dire plus d'argent à la fin du mois. Alors oui, c'est un peu bas, mais c'est des préoccupations réelles, quoi qu'on en pense, et des préoccupations qu'on peut pas simplement balayer d'un verre de la main. À travailler une semaine en bonne intelligence et en parfaite égalité pour définir qu'on peut agir. Super. Et ça n'est que ça. Ça n'est que ça. Le rejet du chef, il est compréhensible en vue du contexte dans lequel se trouve notre pays. C'est que malheureusement, une bonne partie des Français assimilent la Macronie et l'Union européenne, l'européisme et la République à un système hiérarchisé. Force est de constater que s'il y a hiérarchie dans la République, elle n'est pas là où on pense. Ce rejet de la République entraîne un rejet de la hiérarchie. Le problème, c'est que dans les faits, quand vous n'avez aucun chef, aucune direction, aucune force de proposition politique, vous n'avez rien. Et on finit dans des débats, on passe de considérations techniques propres à des considérations idéologiques vagues, dans lesquelles on n'avance jamais. C'est le rejet de cet ordre naturel strict amène nécessairement à l'inaction. Quand vous n'avez pas un chef pour créer une impulsion, qui assume cette impulsion, qui donne une direction à suivre, direction qui échappe à la majorité des membres. Les membres en saisissent une partie. Non, en tant que membre d'un parti politique, je saisis ce qui est de l'ordre de mon domaine de compétences. On me donne une mission, je fais de mon mieux pour l'appliquer, je fais de mon mieux pour la suivre, etc. Cette mission, elle participe d'un grand tout, mais ce grand tout m'est en partie inaccessible. C'est l'une des choses qu'il faut accepter dans le combat politique. C'est qu'on n'est pas omniscient, on ne comprend pas nécessairement la ligne que telle chose est. Ça ne nous empêche pas d'avoir un recul critique par rapport à cette ligne, bien au contraire. Ça ne nous dispense pas d'avoir à l'étudier, à l'analyser, à la comprendre. On est d'autant plus efficace quand on la comprend, mais on ne la saisit pas nécessairement dans l'immédiat. Le système est présent pour flatter systématiquement les égos individuels, pour vous dire que non seulement vous êtes formidable, exceptionnel et unique, mais qu'en plus, vous devez comprendre, et vous devez comprendre mieux que tout le monde, et qu'à ce titre, vous avez une légitimité à impulser vous-même une direction. On pourrait croire que cette volonté, quand elle est donnée aux individus de la base d'un groupe, ça décuplerait la volonté. Faux. Ça ne donne que des volontés conflictuelles. Quand la volonté supérieure n'est pas hiérarchisée, n'est pas ordonnée, ça donne des volontés multiples qui vont systématiquement les unes contre les autres. Et l'enjeu n'est plus d'appliquer au mieux les directives qu'on nous donne, l'enjeu n'est pas de bien faire son travail et d'être efficace sur le terrain, d'être en fraternité avec ses camarades, je dis camarades par provocation presque, mais d'être en fraternité avec les gens avec qui on est censé l'être, qui sont membres de notre mouvement, et d'être là pour eux, n'est pas de les aider, de leur donner un appui. L'enjeu, c'est de lutter contre eux parce que eux aussi ont un projet qu'ils veulent mener à bien, etc., et que ce projet ne rentre pas à 100% avec le mien, etc. Tout ça vient d'un manque de hiérarchie. Tout ça vient d'un manque de hiérarchie. La réalité du monde et la réalité sociale n'est pas une réalité mathématique. Et le problème de l'égalité, c'est que fondamentalement, c'est un concept qui ne marche qu'en mathématiques. Deux ensembles peuvent être égaux l'un et l'autre. Ah oui, ça marche en mathématiques. Ça, c'est super. De même que quand on multiplie, quand on a une somme plus grande, eh ben c'est mieux qu'une somme plus petite. Formidable. Donc on pourrait croire, ça c'est d'ailleurs une chose que le système a chevillée au corps, que la majorité fait l'histoire, que la majorité fait l'action, que la majorité réussit tout, etc. Qu'être plus, c'est nécessairement mieux, parce que comme ça, eh ben, y a plus d'énergie, plus de compétences. Quand ces compétences ne sont pas dirigées vers un même but, ça ne sert à rien. C'est même contre-productif. Contre-productif. On fait jouer les forces les unes contre les autres. Et le système est très heureux de constater que les Français ont intériorisé cette pensée égalitariste et qu'elle va contre eux, parce qu'elle rend inefficace. La deuxième chose, au-delà de l'inefficacité, c'est le conflit permanent. Bon, j'ai un peu déboisé le sujet, on va dire, mais dans les faits, ce que j'ai pu constater, et ce que certainement vous avez
pu constater à certains niveaux dans ces mouvements, si vous les avez fréquentés, je vous le souhaite d'une certaine manière, sur d'autres, pas du tout, c'est que ce qui était de base un idéal de fraternité et d'entraide, s'est corrompu avec le temps, s'est délité avec le temps pour devenir une compétition permanente contre l'autre. C'est très logique. En l'absence de chef, tout le monde se voit chef. Et tout le monde, comme on se connaît mieux que les autres, pense avoir lui-même, surtout s'il a été bassiné par l'esprit républicain qui consiste via l'éducation nationale à lui dire qu'il est le meilleur depuis l'enfance, tout le monde se voit comme légitime à impulser cette direction. Et tout le monde a une vision très claire de ce qu'il pense et de là où il veut aller. C'est tout à fait humain, c'est tout à fait normal. Le problème, c'est de le communiquer aux autres et de le communiquer efficacement. Quand il n'y a pas de hiérarchie, quand il n'y a pas de répartition, quand on ne sait pas où est sa place, quand on ne nous indique pas cette place, et quand on ne sait pas ce qu'on doit accomplir, on finit nécessairement par combattre l'autre. Parce que l'autre aussi, il a exactement le même raisonnement. Qui est l'arbitre ? Qui est le juge dans ce départage ? Il n'y a pas de juge là-dedans. Et donc on finit par lutter les uns contre les autres. Et on a vu les ronds-points se déliter sur cette seule question. Rond-point qui était efficace au début, je parle du rond-point comme la cellule de base des Gilets jaunes, le produit des Gilets jaunes le plus intéressant, et ce qu'on doit garder, c'est absolument pas les manifestations. Les manifestations, je veux dire, n'ont rien accompli, à part créer une masse de blessés et désespérés, les manifestations n'ont abouti à rien. Il y a une chose qui était intéressante dans l'expérience Gilets jaunes par rapport aux jacqueries précédentes, c'est l'effet du rond-point. Parce que le rond-point, c'est du concret. On tient un bout de terrain, on sait que ça va de là à là, on a de l'ambition de mettre en place telle structure, plus ou moins permanente, etc. Mais surtout, ça fait se rapprocher des gens d'une même zone géographique, des gens qui ne se connaissaient pas, ça crée des fraternités locales. Avant de se poser la question du global par la manifestation, il faut résoudre la problématique du local. C'est quand même le b.a.-ba. Et les ronds-points avaient pour ambition de répondre à cette question. Beaucoup de ronds-points se sont délités progressivement du fait de cet égalitarisme abstrait. Égalitarisme, d'ailleurs, qui n'était pas de mise au début. Ceux qui connaissent un peu les ronds-points savent qu'il y a toujours eu une personne qui était là avant les autres. Cette personne, c'est pas nécessairement la meilleure, c'est pas nécessairement la plus qualifiée, c'est pas nécessairement l'élite. Elle était là avant les autres, elle a impulsé quelque chose, et les autres ont suivi dans ce sillon. Simple. Une volonté crée un sillon, les autres volontés s'y regroupent. Concret. À partir du moment où on impose par l'idéologie l'égalité, tout s'effondre. On tombe dans des débats théoriques qui n'ont pas lieu d'être, qui ne regardent pas nos problématiques, qui ne nous concernent pas. Donc à titre personnel, l'expérience la plus importante, la plus probante que j'ai tirée des Gilets jaunes, c'est la lutte contre ce concept-là. Si on ne met pas à nu l'égalité, nous qui en sommes, je l'espère, plus dépourvus que les autres et qui avons identifié cette bête-là comme quelque chose de néfaste, si on ne met pas le concept à nu, nous n'avancerons pas avec ce peuple. Comment on le met à nu ? Il y a des démonstrations théoriques évidentes, il y a des démonstrations pratiques évidentes, et les démonstrations pratiques parlent plus que les démonstrations théoriques. La première des démonstrations pratiques, c'est la force de proposition. Après, je ne vais pas trop m'étendre sur ce sujet, on pourra, je pense, en parler un peu plus en annexe. La deuxième leçon importante que je pense que j'ai tirée des Gilets jaunes à titre personnel, c'est la façon dont le pouvoir, la République, joue le peuple contre le peuple. Je ne sais pas si vous vous souvenez, moi je me souviens des débuts des Gilets jaunes. Les Gilets jaunes étaient un mouvement extrêmement populaire dans le peuple français. Honnêtement, des mouvements populaires qui jouissaient d'une telle popularité auprès du peuple, il y en avait très peu. Tout le monde klaxonnait, montrait son signe, etc. C'était un soutien passif, mais c'était un soutien tacite. Les raisons, il y en a plein. Les Gilets jaunes, c'est des gens du peuple, ils parlent de problématiques du peuple. C'est des trucs en plus plutôt consensuels. Le pouvoir d'achat, tout le monde peut se regrouper là-dedans, à peu près tout le monde en tout cas. Avec des modalités non violentes au début. Tout le monde peut se retrouver là-dedans, etc. Les Gilets jaunes jouissent à cette époque d'un soutien exceptionnel. Les manifs se passent, il y a le phénomène des Black Blocs, il y a une polarisation des Gilets jaunes entre eux, une inspiration marxiste, etc., et quelque chose de plus proche du pays réel, de moins doctrinal, ce qui fait qu'il y a des scissions au sein même de ce mouvement, dont les contours sont d'ailleurs assez mal définis. Il y a une décrédibilisation aussi
du phénomène du gilet jaune en soi, en mettant en avant des personnes sélectionnées sur le volet, qui sont pas nécessairement à même de répondre aux questions, aux actes d'accusation que leur posent des journalistes, etc. Aujourd'hui, force est de constater, quand vous dites gilet jaune à quelqu'un, il a une image mentale bien précise en tête, qui s'écarte pas d'ailleurs tout à fait de la vérité. C'est vraiment le client du zinc, quoi. Gilet jaune, c'est le gars, il est bien aimable, mais il parie sur les canassons, il est un peu pouilleux, il a pas beaucoup de vocabulaire, une image vraiment pas reluisante, c'est un peu un beauf, quoi. C'est l'image à laquelle on nous a associés. Image qui est pas totalement faussée d'ailleurs dans les faits, mais bon, y a pas de mal à être ça. Simplement, et cette popularité s'est effondrée avec le temps. La façon dont a procédé ce que j'appellerais par simplicité le système était assez subtile en fait. Déjà, il y a eu cette mise en avant du phénomène des Black Blocs. Le Black Bloc, aujourd'hui, je crois que tout le monde sait à peu près ce que c'est, alors c'est un anglicisme un peu idiot, on va dire, c'est ces gens qui s'organisent, qui sont des groupes organisés à la base, qui se sont liés aux manifestations Gilets jaunes, avec des objectifs politiques bien particuliers qui leur appartenaient, et une méthodologie surtout qui les rend identifiables, c'est-à-dire déjà la tenue, et ensuite les modes d'action, c'est-à-dire il y a une préparation de munitions en avant, il y a un partage de ces mêmes munitions, ça peut être cocktail Molotov ou des choses un peu moins importantes, qui vont être télescopiques, etc. Et c'est des groupes coalisés, organisés, qui se regroupent avec un but précis en tête, casser un maximum tout ce qui peut arriver sur leur chemin, c'est un petit peu une horde d'Attila version bourgeois de la Sorbonne, quoi. Et casser du flic. Pourquoi pas ? Et enfin, c'est la méthodologie de ces gens-là. Très bien. On nous les a mis dans les pattes. Alors, là, j'ai une expérience un peu particulière avec ces groupes sur le terrain, c'est que ceux qui ont tenté de mettre un terme aux agissements de ces groupes se sont heurtés à un mur. Ça, c'est la petite histoire, mais il faut savoir que dès la semaine 3, quand on a vu ces groupes émerger, dès la 3e semaine des manifestations à Paris, on a tenté, avec des amis, de mettre en place un service d'ordre propre à la manifestation et propre à stopper ces groupes violents. Et le samedi, le matin même, tous les camarades étaient arrêtés, saisis, sur domicile. Tous les membres du service d'ordre. Sans exception. La même après-midi, qui était en goguette sur Paris en train de brûler des camions de CRS ? Les Black Blocs. Il y avait du matériel à Paris, du matériel de chantier. Pour ceux qui connaissent un peu Paris, savent que Paris, en ce moment, c'est un chantier permanent. Enfin, c'est des milliers de micro-chantiers qu'on laisse traîner pour justifier les enveloppes d'argent public, pourquoi pas. Et sur un chantier, vous avez du matériel de construction. Ce matériel de construction, il peut servir, en cas d'émeute, de projectiles, pour composer des barricades, etc. Ce matériel de chantier, on l'a laissé tel quel, malgré nos prescriptions auprès des services, services de police, qui allaient se les prendre sur la tronche l'après-midi. C'est pour ça qu'on leur a dit. On a dit, mettez une brigade devant, sécurisez ce matériel, sinon ça va vous finir sur la tronche. Non, vous mettez pas de ce qui vous regarde pas, ils ont laissé le matériel, et évidemment, qu'est-ce qui s'est passé ? Ils se sont pris le matériel sur la tronche. Et donc il y a ce groupe ultra-violent, organisé, coalisé, dont on connaît les membres. Quand je dis on, c'est pas vous et moi, c'est les services de police connaissent la liste de ces gens-là, ils les connaissent par cœur, ils connaissent leur adresse, c'est des petits étudiants bourgeois la plupart du temps qui sont jamais inquiétés. S'ils veulent les arrêter, c'est dans la minute, tout le commando à l'île d'Elbe. Il n'y a pas de difficulté à ça, on les a laissés pour une raison. Ça fait des belles images. On s'est servi de ces groupes violents, non seulement pour décrédibiliser les gilets jaunes, et les faire passer pour des gens extrêmement violents. Enfin, le pouvoir s'est servi de ça. Mais il s'en est servi aussi d'une manière un peu plus perverse. Je ne me fais pas d'illusions sur le fait que le Black Bloc des débuts n'est pas le Black Bloc de la fin. Il est vrai qu'il y avait des gens chez les Gilets jaunes qui, par désespoir, par manque de culture aussi politique, par manque de perversité, ont rejoint tacitement ces groupes-là. Et voire ont cautionné leur méthode. Je reviendrai pas sur les méthodes en soi, les méthodes en soi, on pense qu'on veut. C'est pas ce qui m'intéresse. L'intérêt, c'était d'apporter l'élément du chaos avec ces blocs-là, à l'intérieur du groupe. Et ces groupes-là sont venus pour ça.
Non seulement pour présenter le côté hostile à la population, ce qui était l'intention initiale, et on les a laissés survivre pour ça, on les a laissés prospérer pour ça, mais au sein des Gilets jaunes, laisser prospérer l'élément de chaos. Alors que tout le monde était à peu près d'accord sur la méthodologie, sur les buts, et ça s'est illustré dans les faits au début. Si vous regardez les premières manifestations parisiennes ou les premiers ronds-points, il y a beaucoup de drapeaux français, c'est des symboles. Alors on en pense qu'on veut, les symboles républicains. J'y suis pas particulièrement attaché. Il faut se dire une chose, c'est que dans la mentalité de gens qui n'ont pas accès à la tradition, qui sont loin du monde de la tradition, qui sont loin de la monarchie, qui n'ont pas de connaissances historiques poussées, qui en ont ce que l'éducation nationale leur a donné, porter le bonnet phrygien ou porter le tricolore, ça a pour eux une signification patriotique. Nous, on sait ce qu'il en est, mais dans leur regard, c'est faire témoignage d'un certain attachement patriotique, ce qui à l'heure du mondialisme déracinant n'est pas une mauvaise chose. Ces symboles-là ont totalement disparu au bout de quelques actes. Pourquoi ? Parce que ces mêmes Black Blocs qui nous ont été envoyés sur la tronche ont aussi servi de service d'ordre pour écarter les groupes nationalistes. On dit que les nationalistes étaient absents de ces manifs. Ils l'étaient pour une raison. C'est qu'au bout d'un moment, ils se sont retrouvés physiquement face à une milice protégée. Avoir affaire à une milice protégée, ça veut dire une chose très simple. Ça veut dire que le jour où vous arrivez, où vous êtes 50 et ils sont 100, vous prenez une raclée, vous ramassez vos dents, vous rentrez chez vous et vous pensez au lendemain. Le jour où vous arrivez et que vous êtes 50 et qu'ils sont 20, vous mettez une raclée et puis là, la gendarmerie vous tombe dessus. Et c'est ce qui nous est arrivé. Alors que la gendarmerie n'interviendrait jamais dans le cas contraire. Ils ont reçu des ordres, etc. Il y a un intérêt supérieur, pourquoi pas. C'est une leçon importante à tirer à plusieurs niveaux, parce que je pense que ça nous prépare à ce à quoi nous risquons de faire face dans les années qui viennent. Pour parler de choses un peu plus récentes, certains d'entre vous se souviennent peut-être qu'au premier confinement, il y a eu un interdit national de manifester qui a été édité sur le territoire, etc., qui a été scrupuleusement respecté pour certains, ça m'a valu des gardes à vue, et un peu moins scrupuleusement respecté pour d'autres, parce qu'à la même époque où certains se faisaient arrêter pour des faits de manifestation, d'ailleurs, de manifestation assez dures à définir. D'autres étaient place de la République, exactement au même moment. D'ailleurs, ils étaient pas difficiles à voir, ils étaient des centaines de milliers, c'était des étudiants et des petits bourgeois qui manifestaient pour George Floyd aux États-Unis. Ça, c'était une manifestation autorisée. Vous vous en souvenez peut-être quand on a demandé son avis au... Je crois que c'était à Castaner à l'époque, il a dit parfois l'émotion prime sur la raison. Ah, c'est bien, c'est bien. Moi aussi, il y a des fois où l'émotion prime sur la raison. On est d'accord là-dessus. C'était intéressant. Les règles du jeu ne s'appliquent pas à nous. Les règles du jeu républicain ne s'appliquent pas à nous. Et le pouvoir en place emploiera les mêmes tactiques face à nous. Ça veut dire concrètement, moi étant le produit vivant en banlieue parisienne, dans un cas de force majeure, qui peut arriver plus vite qu'on ne le croit, sur un territoire qui ne produit pas ses moyens de suffisance et qui est intégralement dépendant de l'agriculture française ou étrangère, un fait d'émeute majeure en banlieue, ça part d'une panne de camion à Rungis. Le résultat concret, c'est que les supermarchés ne sont plus approvisionnés, boum, ça part. Il faut pas 24 heures. En cas d'affrontement entre une population exogène et immigrée et une population française de souche, je sais très bien de quel côté se mettront les gendarmes. Je sais très bien de quel côté se mettra le pouvoir. Et le pouvoir emploiera cette manne-là, comme il l'a toujours employé de base, pour se défendre, et n'hésitera pas à sacrifier le peuple autochtone. De la même manière qu'il utilisera ces groupuscules d'extrême gauche pour faire des attentats isolés, pour faire des actes violents isolés, etc., pour ne pas avoir à les cautionner lui-même, tout en leur apportant un blanc-seing. Parce que ces gens-là sont parfaitement identifiés, on leur donne, la mairie de Paris d'ailleurs leur donne des locaux, je parle pour Action Antifasciste Paris-Banlieue, un groupe politique dont le but déclaré est l'élimination physique de ses opposants politiques. L'élimination physique de ses opposants politiques. Ça, c'est Action Antifasciste Paris-Banlieue. Je rappelle, on vit à une époque où, l'année dernière, on a dissous Génération Identitaire. Alors, je n'ai pas d'incointance particulière avec Génération Identitaire, mais on a dissous Génération Identitaire pour des faits supposés de violence ou recréation de milices fascistes, etc. Les règles du jeu ne s'appliquent pas à nous. On n'est pas républicain, on est hors du cadre républicain. La liberté, la fraternité, toutes ces bonnes choses ne s'appliqueront jamais à nous et il ne faut pas se faire d'illusions là-dessus. Une autre leçon importante, je pense qu'il faut tirer de ce mouvement des Gilets jaunes, c'est ce que j'ai résumé en disant la futilité de la division idéologique.
Je prends un peu des pincettes avec ce sujet-là, parce que c'est vrai que c'est un sujet assez délicat, mais... Avec les Gilets jaunes, je m'attache toujours à cet exemple parce que c'est celui que je connais le mieux, on est parti d'une situation initiale où les Gilets jaunes étaient presque un cri d'alerte au début. Si je vous demande de me définir, ou qu'on me demande de me définir ce qu'étaient les Gilets jaunes politiquement, est-ce qu'ils étaient plutôt à gauche, plutôt à droite, etc., j'en sais rien, à vrai dire, et c'est à mon avis indéfinissable. C'est pas un travail pertinent. Ce qui a rassemblé cette masse-là, c'est un constat sur l'état de la France, constat que la France va très mal et que sa gouvernance est là précisément pour la faire aller dans cette direction et pour la pousser dans cette direction, parce que les forces vives françaises ne sont pas mortes. Donc c'est ce constat, la perte de confiance dans un pouvoir illégitime, pourquoi pas, et c'est pas autre chose. Il n'y a pas de tendance idéologique particulière, il n'y a pas de concept particulier. D'ailleurs, le mouvement des Gilets jaunes n'a pas produit de pensée politique particulière. Il n'a pas produit de penseurs, il n'y a pas eu de synthèse, et les gens qui ont tenté de broder un petit peu sur ce travail étaient des gens qui étaient extérieurs, c'est des universitaires, qui ont tenté a posteriori, téléologiquement, de broder un simple tissu idéologique sur ces manifestations. Il n'y a pas lieu d'être, il n'y avait pas d'unité politique à ce niveau-là. Et c'est ce qui en faisait sa force. Je sais que l'inclusivité est au cœur de beaucoup de choses aujourd'hui, mais l'inclusivité, moi, c'est pas une mauvaise chose, l'inclusivité, être inclusif, etc. J'ai pas l'impression d'ailleurs que nous soyons excluants plus que d'autres. Simplement, il y a des cadres à respecter, il y a des objectifs à respecter. Ces objectifs sont par définition excluants. Oui, c'est comme discriminer, c'est par définition... qui choisit d'être quelque chose est discriminant par le fait même qu'il est. C'est pas ça, c'est la nature, c'est dommage. Hein. Si on accepte tout, on n'est par définition rien. Pourquoi pas. Les Gilets jaunes étaient inclusifs d'une certaine manière. Il fallait partager entre guillemets ces considérations-là pour en être, sachant que c'est très difficile de définir qui en était, qui en était pas. Mais c'est tout. Et dans ce sillon-là, vous aviez des gens qui venaient de l'extrême gauche classique, très peu en réalité, hein. C'est pour ça que je le souligne, très peu. En tout cas au début, très très peu. Il y avait une attitude de méfiance de la part de l'extrême gauche vis-à-vis des Gilets jaunes, qui est une attitude classique de la gauche vis-à-vis des masses populaires. Pour qui connaît l'histoire contemporaine, la populophobie de la gauche est un phénomène bien connu. Il y avait des gens qui avaient plus d'incointance avec, oui, Rassemblement national, nationalisme, etc. Quelque chose de plutôt souverainiste, qui est pas inintéressant. Catholique, il y en avait, beaucoup. Pas des modernes, très peu de modernes, plus des souvent reconvertis, j'en suis un peu l'illustration, ou des gens de la tradition, qui voyaient d'un bon œil ce mouvement et qui lui apportaient un soutien, voire une part active. J'ai pu le voir. Donc il y avait des composantes idéologiques diverses. Force est de constater que sur le terrain, ça n'a absolument pas empêché une union et une certaine efficacité. Le lieu commun que j'ai le plus, je crois, entendu au niveau des Gilets jaunes, c'est avant les Gilets jaunes, avant ce mouvement, de la part de gens qui y ont participé, qui avaient pas pied dans la politique avant, même dans la micro-politique, parce que c'est la micro-politique. J'étais persuadé que les gens de droite, c'était tac, 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 tac. J'étais persuadé que les gens de gauche, c'était tac, 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 tac. Et les Gilets jaunes ont fait le constat, comme je l'ai fait, de la futilité de la dimension idéologique d'un problème en France. Le problème de la France n'est pas un problème d'ordre idéologique. Le problème, en tout cas des masses populaires, n'est pas un problème d'ordre idéologique. Le problème du pouvoir, il est fondamentalement d'ordre idéologique. Mais c'est pas le problème des masses populaires. La réponse que nous avons à lui apporter n'est pas une réponse idéologique. Et c'est là où je pense que la tradition a une plus-value fondamentale, a une qualité fondamentale par rapport à n'importe quelle autre idéologie, le nationalisme compris, dont je viens et dont je me réclame volontiers. Oui, le nationalisme apporte des réponses pratiques, pragmatiques, etc., supposément, en tout cas, efficaces. La tradition et le règne social de notre Seigneur Jésus-Christ sort complètement de ce paradigme. Il est au-dessus de tout paradigme idéologique. Et donc que des gens qui soient
qui aient eu des accointances précédemment avec telle ou telle idéologie, etc., puissent y être sensibles. Non seulement c'est possible, je pense qu'on en a le témoignage tous les jours, en plus c'est souhaitable, mais plus que ça, c'est logique. C'est logique. Le paradigme idéologique dans lequel nous sommes à l'heure actuelle est un paradigme subi, dans lequel on nous a enfermés. C'est le paradigme républicain du « vous avez le choix entre la gauche et la droite ». Formidable. Mais cette gauche et cette droite, supposées d'ailleurs avec toutes leurs nuances de complexité que je reconnais, hein, il y a des nuances, la gauche, il y a des gauches, il y a des droites, etc. Pourquoi pas, c'est un sport amusant que l'identification politique. Ça peut animer les samedis soirs, pas pire que le Scrabble, hein, mais fondamentalement, ça reste dans un paradigme particulier, et ce paradigme particulier, c'est le paradigme matérialiste et libéral du « l'être humain est absolument au centre de toute chose », l'individu est absolument au centre de toute chose, nous sommes fondamentalement égaux entre nous, etc., etc. C'est ça, ce paradigme. Et l'appartenance politique à la droite ou à la gauche est conditionnée par ce paradigme. On se prononce pour une part ou pour l'autre part de ce paradigme. Quand on ne peut valider ces présupposés-là, et je ne peux pas les valider à l'heure actuelle, parce que c'est un mensonge, de dire que l'être humain est au centre de la création terrestre, que tout a été organisé selon son bon désir, que nous sommes des individus autodéterminés, est un mensonge en vue de perdre les âmes, et en vue de nous transformer en bêtes de consommation et en bêtes de somme pour le reste de notre existence sur Terre, avec aucun espoir du ciel, aucun espoir tout court d'ailleurs, et de nous contenter de la basse consommation matérialiste. C'est un mensonge fondamental. Et nous avons, je crois, un devoir de transmettre cette leçon-là en charité. Ça veut dire que j'ai vu des gens se révéler du fait de ce combat des Gilets jaunes de manière non soupçonnée, des gens qui étaient attachés à l'anarchie, etc. Enfin, tous les trucs, des zadistes. C'est là, vous êtes dans le stade terminal. Le djembé barbecue, quoi. Barbecue inclusif et sans viande, mais barbecue quand même. Ambition politique, fumer des joints et attendre que ça se passe, quoi. Et regarder l'eau être coulée. Il y a rien. C'est ridicule. C'est de la jouissance à l'extrême. Avec tout le volet, bon, je parlerai pas des autres volets, parce que j'ai pas envie de heurter des chastes oreilles, mais c'est la ZAD, quoi. Des gens, des zadistes se révéler, d'une certaine manière, un petit peu, et être sensibles à ce message de la tradition. Ça demande une certaine, je dirais pas tolérance, parce que le terme de tolérance est un peu galvaudé, ça demande une patience, ça demande une charité. C'est pas facile d'avoir un langage communicatif avec des gens qui sont issus de ce monde-là, d'autant plus qu'on n'a pas de vocabulaire en commun. Leur existence est désorganisée au même titre que la nôtre. On est tous pêcheurs. Oui, il y a des degrés quand même assez sévères chez certaines personnes, etc. Faire cet effort sur soi, auprès des personnes qui ont les bonnes motivations et le cœur bien placé, donne toujours des bons fruits. Il faut laisser le temps au temps, etc. Après, il faut que les intentions de base soient bonnes. Si les intentions de base, ça demeure la jouissance absolue, etc., il n'y a rien à faire. Il faut attendre les grâces que donne le Seigneur. Mais il n'y a rien à faire avec des gens comme ça. Des gens qui, fondamentalement, sont dans une recherche de vérité, sont dans une recherche de justice, mais qui ont vécu cette recherche uniquement à travers un paradigme communiste, à travers un paradigme libéral, à travers un paradigme écologiste, parce que pour eux, dans leur milieu, dans leur expérience, c'est ça qui s'en approche le plus, et c'est à travers ce faisceau qu'ils la voient. Si ce qui les anime, c'est la recherche de la vérité, ces gens-là sont des bons, sont des vrais, et on peut fondamentalement parvenir à quelque chose avec ces gens-là. Par charité, avec patience, avec difficulté, c'est certain, mais en étant inamovible, et surtout en étant force de proposition et d'initiative. Si nous nous plaçons strictement sur le terrain, après j'en termine rapidement avec cette thématique, mais si nous nous plaçons dans le terrain égalitariste du débat ou de la discussion de comptoir, purement déconnecté, etc., ça reste une proposition comme une autre. Nous sommes à l'époque de la surabondance de l'information, à la surabondance d'Internet, où une nouvelle en chasse une autre, où une proposition politique en chasse une autre, où tout est nouveau, tout est original sans l'être, etc., etc. Si ça n'a force que de propos,
ça sera balayé d'un revers de main. Ce ne sera qu'une alternative parmi d'autres, une alternative sélectionnable, comme un petit peu, on passe en rayon, il y a tel et tel produit, je peux me diriger vers celui-là, il a des qualités, il lave plus blanc que blanc, mais il coûte un peu plus cher, ok, c'est pas fondamentalement intéressant, etc. Précédé par ça des actes, je prends humblement ce que je connais mieux, c'est mon expérience personnelle. L'exemple édifiant fourni par les pères de l'Église, fourni par les prêtres, que ce soit ici ou dans la tradition de manière générale, ou sur nos paroisses parisiennes, à Saint-Nicolas-du-Chardonnay, voir un prêtre en amour et en charité rester droit, mais face aux injures, le climat parisien est abject à ce niveau-là, abject. Vous êtes en permanence confronté à des gens, vous faites une procession, vous êtes confronté à des gens qui sont dernier stade du perdu, qui ne savent même plus qui sont des hommes ou des femmes. Enfin, c'est clair, vous êtes vraiment, vous creusez. Et il n'y a pas fini de creuser. Et voir des prêtres rester droits et être en charité, en amour dans ces situations-là, il n'y a pas eu besoin même si, attention, c'est très important ensuite de valider ça et de solidifier ça, de solidifier ces fondements-là par la culture et par la lecture, c'est très important. Il faut que ces fondements existent à la base, et ces fondements, ils sont créés par l'exemple. Donc avoir pour soi une conduite exemplaire, c'est le premier moyen d'apostolat à ce niveau-là. Et ne pas être dans le présupposé, souvent vrai, mais souvent faux, que du fait de telle appartenance ou telle, etc., c'est nécessairement perdu. Tout est dans les motivations initiales. Quand la motivation initiale, quand ce qui anime fondamentalement une personne, c'est la vérité, alors c'est la vérité qui rejaillira. Et nous-mêmes, nous savons que la vérité, elle est présente en Jésus. Pas ailleurs. Pas dans les buts matériels, pas dans les buts terrestres. Et naturellement, j'ai pris beaucoup plus de temps que nécessaire, mais ça faisait partie du jeu. J'ai ma petite pendule fidèle. Donc oui, pour synthétiser, l'arrêt des divisions idéologiques, pour nous-mêmes et pour les autres. C'est absolument indispensable. Le système prospère grâce à cette division qui n'a pas de but si ce n'est nous perdre. Nous perdre dans des querelles intestines inutiles. Tourniquet, quoi. Une leçon importante, et je pense que au regard du temps, je vais terminer là-dessus, on est déjà pas mal. J'ai parlé un petit peu plus tôt des fameux Black Blocs qui ont déferlé la chronique par leur méthodologie, par leur dress code, diraient des Anglais, très charmant. Mode automne-novembre, tout en noir, pourquoi pas. Ça, c'est la manière physiquement, matériellement, dont le pouvoir a pris l'initiative au mouvement des Gilets jaunes. On peut en tirer une leçon. Il y a une leçon plus subtile, c'est la manière dont le pouvoir se place plus subtilement dans les consciences, à l'initiative de la lutte politique. L'origine des Gilets jaunes, c'était assez intéressant. Il y avait un phénomène assez intéressant, c'était le rejet de toute forme de parlementation. Alors on peut trouver que c'est stérile comme démarche, voire haineux. Il y a beaucoup de choses qui sont haineuses ou qualifiées comme telles dans ce monde, donc je me propulserai pas trop là-dessus. Mais les Gilets jaunes avaient acté tout simplement qu'il n'y aurait pas de porte-parole et qu'il n'y aurait pas de dialogue, de prise de parole avec le pouvoir, parce que de toute manière, le pouvoir n'est pas disposé à prendre notre parti, qu'il n'est pas disposé, etc. On peut juger que c'est stérile, on peut juger que c'est borné, on peut juger que c'est... etc. Moi, je trouve pas ça fondamentalement idiot de partir de ce présupposé-là. On a vu un petit peu les résultats du pouvoir envers nous, on connaît ses intentions à notre égard. Discuter avec des gens qui n'ont eux-mêmes pas vraiment la charge de la France, mais qui sont uniquement présentés comme les ambassadeurs de notre pays, alors que les véritables décisions politiques sont prises ailleurs. Pourquoi pas? En tout cas, les Gilets jaunes avaient parfaitement acté de ce présupposé-là. Ça illustrait une séparation, plus qu'une séparation, ça illustrait une frontière claire sur le plan politique. C'est pas mal. Voilà, on a défini, on a posé la barricade là, ou plutôt le pouvoir l'a posé là. Nous, on acte que la barricade, elle est là, et on a choisi de se placer de tel côté. Très bien. C'est pas le pire côté, on est nombreux, il est ensoleillé. Pourquoi pas? Ça définit une ligne de front. C'est une chose importante en politique. Essentielle même. Si on n'a pas de ligne de front, on tourne un peu dans le beurre, quoi. Et la dynamique, initialement, était celle-ci. La dynamique, c'était c'était l'illustration que le peuple avait acté qu'on n'a plus rien à attendre de ce pouvoir, on n'a plus rien à attendre de cette République. Cette République, elle est néfaste à notre égard, elle est hostile à notre égard.
Très bien. Quelle façon d'affaire on fera la nôtre? Très bien. Séparation stricte. Et puis, ça a un peu évolué. Et il y a une illustration parfaite de cela, c'est le RIC, le référendum d'initiative citoyenne. Alors, le référendum d'initiative citoyenne, je ne sais pas si je détaille pour ceux qui en ont pas mémoire, c'était une proposition constitutionnelle émise par les Gilets jaunes qui consistait à faire en sorte, dans la Constitution, donc on sait que c'est du sérieux, et du solide et que ça va passer, que les Gilets jaunes puissent le peuple français puisse être force de proposition de loi, et puisse lui-même faire des propositions de loi, etc., et les soumettre à référendum populaire. Toujours ce culte de l'égalité, hein. Si c'est pas référendaire, si c'est pas la majorité qui l'emporte et qui a raison, c'est foutu. Pourquoi pas? C'était ça le RIC, et ça a tourné, c'est même devenu... alors qu'il s'agissait d'un sujet obscur de constitutionnaliste quelques années avant. Enfin, j'ai eu l'occasion, malheureusement, de fréquenter le cercle des amis constituants avant le mouvement des Gilets jaunes. Je participais à une ou deux réunions avec eux. C'était une occupation de samedi soir pour universitaires un peu seuls, quoi. C'était des profs d'éco, des gens très théoriques, charmants, au demeurant, et avec, d'ailleurs, on peut adhérer ou non à cette proposition du RIC. Moi, je la trouve pas inintéressante, loin de là. Mais c'était une thématique complètement inconnue du peuple français, de la masse, et en particulier des Gilets jaunes. Comment expliquer que cette thématique se soit retrouvée, mise en avant? Mais le RIC, c'était à tel point, d'ailleurs, que dans les revendications... qui ont été mises en avant par les Gilets jaunes, le RIC figurait en tête, en très peu de temps. Alors, les revendications supposées, émises par qui, émises par quoi, etc., force est de constater que ça a pénétré ce mouvement avec une vitesse assez insoupçonnée, et c'est devenu très vite le truc des Gilets jaunes. Gilets jaunes égale RIC. Quel est l'objectif des Gilets jaunes maintenant? On s'en est trouvé un, on savait pas trop à la base, alors maintenant ça va être le RIC. Or, quand une thématique obscure est remise au goût du jour et se voit comme ça bizarrement popularisée à nouveau, ça pose question. On se dit, tiens, c'est marrant, comment se fait-il que les Gilets jaunes parlent de cela? Comment se fait-il que ce soit devenu un thème populaire? Et j'ai bien regardé, j'ai bien recherché, et il se trouve que le RIC, ce ne sont pas les Gilets jaunes qui ont commencé à en parler, c'est même pas les citoyens constituants. Les premiers à parler du RIC comme d'une force de proposition et quelque chose d'associé au corps des Gilets jaunes, ce sont les médias d'État. C'est la télévision qui commence à mettre en avant cette thématique, sortie de nulle part. Alors que moi, je fréquentais les ronds-points, je fréquentais les manifs, personne ne m'avait jamais parlé de RIC, je ne savais même pas que ça existait. Enfin, je savais que c'était un petit sujet, d'ailleurs, c'était pas le RIC avant, c'était autre chose. C'était le RIP, référendum d'initiative populaire, d'après les constituants, ils appelaient ça le RIP. Puis après ils se sont rendus compte de ce que ça faisait RIP, et ils se sont dit bon, c'est peut-être pas le bon augure pour notre proposition politique, et du coup ils ont changé ça en RIC. Bon, faut être un peu communicant dans l'âme, quoi. Et du coup ils ont dit ouais, on va mettre RIC, c'est bien, ça fait une syllabe. Excusez-moi. Et c'est pas mal. Et c'est les télévisions d'État qui commencent à parler en synchro de ce truc-là. Vous avez un truc, alors Internet a bien des défauts, mais Internet a bien des qualités aussi, et vous avez un truc formidable sur Internet, c'est la Wayback Machine, désolé, ce qui est une sorte d'historique général de l'Internet. Et vous pouvez retrouver grâce à ça les pages qui ont été créées, à quelle date elles ont été créées, leur évolution dans le temps. Et je l'ai un petit peu mis à profit pour aller retrouver voilà, faire le glossaire de quelle télé a parlé de quoi, etc. Synchro. C'est-à-dire, du jour au lendemain, une thématique obscure prônée par 3 universitaires devient un thème de plateau auquel on consacre 30 minutes sur telle émission, etc. Ça défile sur LCP, ça défile on en parle au journal de TF1 le lendemain, Arte en parle, toujours Arte à l'avant-garde, les mecs sont à l'avant-garde de beaucoup de trucs, M6 commence à en parler, TPMP en parle, et tout le monde sait ici que TPMP c'est la référence absolue, en termes de propositions politiques. Touche pas à mon poste, sympathique émission, qui a d'ailleurs beaucoup fait pour la décrédibilisation des Gilets jaunes, et ce thème se voit avancer partout. Et ça m'a rappelé un film que j'avais vu étant adolescent, que vous connaissez peut-être, s'appelle Wag the Dog. Alors si vous n'avez pas vu ce film,
Je ferai en sorte que vous le procuriez parce que c'est génial. L'histoire je la fais très courte, je garde ma pendule en regard. L'histoire de ce film, c'est absolument génial. C'est un film américain avec De Niro, donc ça part mal, et pourtant. Et c'est l'histoire d'une administration impopulaire, l'administration d'un président impopulaire qui tente de se faire réélire, il réalise qu'il n'a pas le compte, et du coup, il réalise que la seule manière de se faire réélire, c'est de déclencher une guerre. Et du coup, il déclenche une guerre purement fictive avec l'Albanie. Pourquoi l'Albanie ? Parce que personne connaît d'Albanais et personne sait ce qui se passe là-bas, donc on peut déclencher une guerre avec eux. Et c'est extrêmement drôle. Et ils font émerger de manière purement virtuelle la possibilité d'un conflit réel avec l'Albanie, etc. Ils font tout sur écran vert. Et l'opinion publique américaine dans ce film, ce qui nous rappelle une certaine guerre récente d'ailleurs, est complètement polarisée sur cette question, et tout le monde s'attache à cette thématique il y a rien, enfin il se passe rien en Albanie, au même moment à Tirana les gens boivent leur café, enfin il se passe rien dans le réel, mais ça devient le sujet majeur de l'élection, etc., etc. Une chose inexistante devient le sujet principal des préoccupations des Américains dans ce film. Et il va être élu d'ailleurs à la fin du film. C'est un excellent film pour comprendre les manipulations politiques de masse. C'est vraiment bien fait, avec un certain degré de cynisme, qui est pas désagréable, dans ce cadre. Mais bref. Même chose avec cette thématique du RIC. On met en avant un truc inexistant. Et du coup, deux effets positifs pour le pouvoir, polariser l'opinion, gilet jaune, autour d'un sujet qui, dans les faits, ne préoccupe personne. La veille, personne n'en parlait, ne préoccupait personne. Du coup, vous allez avoir au sein des gilets jaunes, immédiatement, un camp pro-RIC et un camp anti-RIC. En quoi ça répond aux problématiques concrètes des gilets jaunes ? En rien. Ça ne concerne absolument pas leur sujet. C'est pas du tout ce sur quoi ils parlent, c'est pas du tout ce sur quoi on est parti, etc. C'est un sujet accessoire. Mais ça crée deux camps, immédiatement. Et deux camps ont vocation à s'opposer. Comme il n'y a pas de chef, comme il n'y a pas de ligne, etc. On crée deux sections opposées sur la base de rien. Ça aurait pu être n'importe quel autre sujet, hein. C'est pour les notes, j'ai suffisamment fréquenté les cercles nationalistes pour voir que les divisions, c'est dans notre sang, faut croire. J'ai vu des groupes politiques éclater sur la question de leur sympathie, où est leur sympathie entre phalangistes et Hezbollah. Je sais pas trop bien en quoi ça nous concerne. Alors c'est intéressant, hein, l'histoire contemporaine du Liban, mais je vois pas trop en quoi ça nous concerne présentement, quoi, en France, etc. Mais c'était suffisant pour créer une scission. Voilà, vous aviez au sein de l'AF les gens qui étaient pro-phalangistes parce que quand même, et les gens qui étaient pro-Hezbollah parce que oui, mais en quoi ça nous concerne ? En rien. Mais c'est important d'avancer ces thématiques pour détruire un groupe politique. Et ça marche, c'est d'une efficacité redoutable. C'est d'une efficacité redoutable. Encore une fois, jouer sur l'ego, présenter un sujet comme essentiel alors qu'en vrai, il l'est pas du tout, qu'il ne répond absolument pas, qu'il rentre pas dans notre cadre, qu'il ne rentre pas dans notre préoccupation, etc., etc. Introduisez un petit peu la discorde et vous voyez un groupe se déliter peu à peu. Ça a précédé le délitement idéologique d'ailleurs. Le deuxième effet important, il fallait que ça concerne quelque chose de virtuel. Si vous parlez du pouvoir d'achat et si vous divisez les gens sur le pouvoir d'achat, tout le monde est d'accord. Enfin, sauf les irréductibles, qui sont du côté de la décroissance, etc. Oui, enfin, tous les partisans de la décroissance que je connais, ils ont pas fondamentalement tort. En attendant, ils vivent dans les beaux quartiers. Voilà, ils sont bien sympathiques, mais ils peuvent mettre leur décroissance en pratique. Moi, je suis pas loin, je suis en HLM. Décroisser sur moi, quoi. Ce serait chouette. Mais donc on peut pas prendre pied, on peut pas diviser un groupe politique sur des thématiques concrètes, parce que là, tout le monde est à peu près sur le même lot. Donc il fallait que ce soit virtuel. Le RIC à ce niveau-là, c'est parfait. C'est constitutionnel. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que c'est dans la Constitution. Non, mais qu'est-ce que ça veut dire concrètement ? Ah non, rien. On l'a écrit, c'est là. On sait qu'on aimerait bien faire que. Les constitutions, il y en a eu... J'ai plus le nombre exact en tête, je l'avais à une époque. Il y en a eu plus de 50, je crois, depuis l'avènement de la République. Oh, on voit qu'il est pas citoyen constituant, le public de Civitas, hein, franchement. Il aime trop les choses concrètes, quel dommage. Il y en a eu énormément des constitutions. Les constitutions n'ont jamais eu valeur de loi, elles n'ont jamais eu de répercussions concrètes dans le pays. Mais ça fait un joli texte à présenter au nouveau, quoi. La France, c'est quoi ? C'est pas un pays concret avec des frontières, une population, un héritage, une histoire. Non, la France, c'est des valeurs. Oui, c'est très bien. Alors, il s'agirait de me dire lesquelles et comment elles s'illustrent. Elles s'illustrent dans la Constitution. Et la Constitution, c'est quoi ? Des valeurs.
Ok, bon, super. Donc cette chose complètement abstraite fait dériver la considération principale des Gilets jaunes d'une problématique concrète. On est un peu en train de crever, on est déclassé, l'essence est à tel prix, il n'est plus profitable pour nous de travailler, concrètement, hein, c'est ça qui se pose. Donc qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on attend le salaire universel de M. Bruno Hamon? Est-ce qu'on se met au chômage? Est-ce qu'on... Je sais pas, on travaille au noir? Ça, c'est des problématiques concrètes. Non, on passe à l'idéologique. Purement du virtuel. Formidable. Et du coup, ça fait ressortir la pomme de la discorde, les idéologies de fond. D'un coup se révèlent, au cours des débats idéologiques, les vieux réflexes de ceux qui la veille étaient écolos parce qu'ils avaient vaguement entendu dire que les ours polaires c'était important et qu'ils crevaient, ceux qui étaient vaguement communistes parce qu'ils ont écouté Georges Marchais une fois quand ils avaient 6 ans et puis qu'ils l'ont trouvé sympa et que leur famille était comme ça et puis qu'ils n'ont pas vu l'évolution du Parti communiste ni même son origine. Ceux qui sont vaguement nationalistes parce que quand même ils en ont marre de fréquenter Mohamed, ce genre de choses quoi. Et donc toutes ces divisions idéologiques ressortent d'un coup alors qu'elles avaient été évincées par le concret et s'ajoutent à la discorde existante. Très bien. Il y a une troisième thématique d'importance majeure, et je m'arrêterai là-dessus parce que j'ai déjà pris pas mal de votre temps, mais qui est importante à comprendre. Pour l'exprimer, je vais essayer de faire une analogie bancale, mais il faut partir de ce qu'on connaît. Il se trouve que j'ai une grande passion dans la vie, c'est les échecs. Le jeu d'échecs, je trouve ça absolument fascinant. Bref, pour en discuter plus tard, c'est pas ce qui est intéressant. La première règle non écrite qu'on vous apprend aux échecs, celui qui a l'initiative gagne. C'est vrai dans la vie de manière générale. Les échecs ont beaucoup de leçons, apportent pas mal de leçons sur la vie de manière générale. Le joueur qui prend l'initiative de l'attaque, et qui mène cette attaque à bien, attention, hein, si on va exploser toutes ses troupes sur les pions adverses, et ben on perd, mais si on mène cette attaque avec un minimum de cohérence et qu'on donne le premier coup d'estocade, on gagne. Et l'autre subit. En politique, c'est la même chose. La dynamique, que ce soit en débat ou en proposition concrète, etc., celui qui est force de proposition, celui qui a la dynamique avec lui, et celui qui introduit une initiative nouvelle, et qui la mène à bien dans les faits, qui est à la charge, gagne. Parce que tous sont forcés de se positionner par rapport à cette initiative-là. Les autres se positionnent par rapport à cette initiative. L'important n'est pas qu'ils se positionnent, ça va paraître un peu terrible ce que je vais dire là, mais l'important n'est pas qu'ils soient favorables ou hostiles à cette initiative. C'est bien s'ils sont favorables, hein, on est très content. Ça n'a pas une importance outre mesure s'ils sont hostiles, parce que dans les faits, c'est terrible à dire, mais peu y prendront part, quoi qu'il arrive. Hein. Sur la majorité des favorables, peu prendront part. Beaucoup sont favorables, et puis regardent ça de loin, et puis trouvent ça très bien, et font rien. Non, l'important est qu'ils se positionnent par rapport à ça. Là, vous devenez central. Là, on occupe la place. Là, on donne concrètement des coups d'estocade. Là, on avance. Là, on va vers du concret. J'en reviens à cette, et je vais vite à cette situation initiale des Gilets jaunes. On ne discute pas avec le gouvernement. C'était la situation qui régnait. On ne parle pas avec le gouvernement. Séparation totale actée. Donc on fait notre truc à nous. C'est peut-être petit, c'est fait avec les moyens du bord, mais c'est quelque chose. Et ça existe, et c'est tangible. Avec le RIC, on inverse la charge de l'initiative. Je dis le RIC, ça aurait pu être n'importe quoi. On inverse la charge d'initiative. Le gouvernement met en avant une proposition, demande aux acteurs de ce mouvement qui se positionnent par rapport à celle-là, favorablement ou pas. Et du coup, l'initiative a complètement été inversée. L'initiative était dans le camp des Gilets jaunes. L'initiative était, les actions, la force était dans le camp des Gilets jaunes. Avec cette thématique, parce qu'on en a fait la pierre d'achoppement à nouveau, on inverse la charge d'initiative. Et les Gilets jaunes se retrouvent passifs, se retrouvent à devoir se prononcer et à être sommés par leurs camarades de se prononcer sur un sujet qui n'en est pas un, qui est édité par leurs amis. Ça, c'est important de le comprendre pour nous-mêmes. Ça, c'est une leçon très profitable en politique. Comprendre le fait, déjà, que l'initiative est tout. Être force de proposition et surtout
porter ses propositions dans le concret, c'est-à-dire que ça aboutisse, même sur quelque chose de minime. Je voyais Academia Christiana, que vous connaissez peut-être, qui ont comme ambition déclarée, alors ils mettent partout sur Retract, etc., on va occuper un espèce de moulin, on va le refaire, on va en faire un camp pour les jeunes, etc. C'est rien sur le plan... Enfin, c'est pas ça qui va changer le destin de la France, hein, qu'on soit d'accord, c'est pas ça qui va changer grand-chose. C'est génial. C'est génial, parce que... La vraie. Parce que c'est du concret. Vous avez là quelque chose de parfaitement concret, de parfaitement tangible, et à la fin, il n'y avait rien, on en a fait quelque chose, et ça va peut-être décider du destin de plusieurs jeunes, etc., décider de leur formation politique, ça va les amener à quelque chose. Avoir l'initiative de son côté. Et que cette initiative s'use dans le concret. Et derrière, qu'est-ce qui se passe? Toute la municipalité et toute la commune, évidemment, parce que ça jacte, derrière, est-ce qu'on est pour? Parce qu'ils sont bien, ces jeunes, ils présentent chouette, ils ont des jolis polos, ils ont l'air sportifs, ils sont aidants, ils aident aussi, ils sont polis, ils sont aimables, ils nous portent les courses, etc., etc. Bon, bah, ils sont plutôt sympathiques. Ou alors, ah non, c'est des cathos fachos, ils sont nauséabonds, ils sont pas inclusifs, l'horreur, et puis vous savez quoi, ils font la prière dans les conférences, oh là là, c'est pas top, pensez à nos concitoyens musulmans, on est contre. Tout le monde se prononce par rapport à. La commune se prononce par rapport à. Et là, la charge d'initiative est à la faveur de ce groupe-là. S'approprier la charge d'initiative, c'est déjà gagné en politique. Je dis pas que c'est déjà, attention, que le roi est nu, que l'Élysée est envahi, que c'est bon, c'est gagné, etc. C'est gagné symboliquement. La condition sine qua non, je crois que c'était Henri de la Roche-Jacquelin, la position du chef, ça n'est pas qu'une position symbolique. C'est une position en partie symbolique. Mais avant tout, c'est un point de vue, c'est une position physique dans le groupe. Le chef, c'est celui qui est devant. Physiquement. Qui est face à la troupe, qui mène la marche. Si on a cette force d'initiative-là, si on a cette force de proposition-là, et que surtout, on évite de se polariser sur des sujets accessoires, je le dis parce que c'est vraiment... J'ai vu trop de groupes avec des gens de grande qualité à l'intérieur, avec une bonne intention, excellente culture, etc., se fractionner sur des questions stupides, sur des pommes de discorde, parce qu'on a toujours la tentation de dire qu'on a mieux compris que l'autre, et qu'on est plus au fait d'eux, etc., etc. Ce qui, tout ça, part d'un problème de hiérarchie, hein. Je reviens à mon problème initial. Quand il y a une hiérarchie, j'ai mieux compris que toi, oui, c'est bien, allez, on prendra tu notes ça sur un bout de table, et puis je te dirai quoi en faire après. Tout cela est un problème de hiérarchie à la base. Il n'y a pas de problème là-dessus. Mais la pomme de la discorde est là-dedans. La pomme de la discorde vient s'ajouter, derrière on voit des groupes parfaitement valables se déliter sur cette question-là. Éviter les non-sujets. Les sujets qui n'appartiennent pas à notre problème, à notre problématique, sur lesquels on n'a pas en réalité à se prononcer autrement que personnellement, et parce qu'on a envie. Et parce que, pourquoi pas, parce que c'est intelligent, parce que c'est la culture, etc. Mais ça ne rentre pas dans la ligne de compte politique, on vire, on les évite. On a une politique simple, etc., etc. Avoir l'initiative. Toujours garder l'initiative pour soi. Ne pas attendre, par exemple... ne pas... c'est bien, si vous voulez, quand je vois des groupes qui réagissent à parfois à des choses, mais où il faut réagir. Quand il y a des blasphèmes graves, quand il y a des dégradations graves, etc. Il faut réagir. Cultiver simplement la réaction, c'est être prévisible, et surtout, on se met à l'agenda du pouvoir. Je ne dis pas que le pouvoir commandite chacun de ces trucs-là, hein, c'est pas la question. Mais on est symboliquement, on se place dans la mentalité et dans l'habitude de la réaction. Bon, on peut réagir longtemps, quoi, parce que le pouvoir, lui, il est déterminé à agir, et à agir dans un sens particulier. Ce sens-là est antagoniste complètement au nôtre. Imposer son initiative par rapport à lui, c'est déjà gagné face à lui. Et je réalise que... et oui, j'oubliais, bien avoir conscience pour nous-mêmes, et pour notre profit, de ce que le pouvoir est prêt à faire pour se préserver. Je sais que c'est pas quelque chose qu'on a envie de souligner, parce que je pense qu'on en est tous à peu près conscients, peut-être pas dans une mesure suffisante, mais c'est jamais plaisant de souligner cela. C'est important tout de même pour nous-mêmes et pour les nôtres d'en avoir conscience. Le pouvoir se maintiendra par n'importe quel moyen.
Et ça... Ce sont des gens sans morale. L'au-delà ne les préoccupe pas. Hein. Il n'y a pas de code éthique, il n'y a pas de code moral chez ces matérialistes-là. Tout est bon pour gagner. Tout sera bon pour eux. Utiliser les masses de population étrangère, les masses de population étrangère manipulées, utiliser les antagonismes propres à la société, les méthodes les plus viles, etc. Ils les utiliseront. Ça, je m'en veux de terminer un petit peu sur cette note. Ça plombe un peu. Mais en avoir conscience, c'est déjà s'en préserver d'une certaine manière, parce que c'est prendre les moyens pour s'en protéger. Pour celui qui n'a pas de vocation suicidaire. Hein, mais si je suis au courant qu'on va me cambrioler demain 15h, a priori, je prends les mesures nécessaires. Limite, je prends un chien, un truc un peu plus balèze pour si jamais je suis un peu loin de la civilisation. Mais bref, en avoir conscience, c'est déjà s'en protéger. Écoutez, je m'en veux parce que c'est un peu décousu, naturellement, c'est un exercice un peu difficile, mais je vous remercie en tout cas de votre écoute attentive, scolaire, c'est bien. Je n'ai pas souffert d'interruption, ça change, ni de participation. Et encore une fois pour votre accueil, et puis que Dieu nous bénisse, parce que le combat est long.